En cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le Conseil départemental de la Haute-Garonne, en partenariat avec la Fondation du groupe des Pêches, a décidé d'organiser ce mardi une soirée débat sur la lutte contre les violences faites aux femmes. J'invite le président du Conseil départemental, Sébastien Vincini, Marie-France Marchand-Baillet, présidente de la Fondation du groupe des Pêches, et Jean-François Lefrèvre, le directeur du CHU de Toulouse, à nous rejoindre. Oui, vous pouvez vous installer. Je vous invite à prendre la parole, Monsieur Vincini. Madame la présidente de la Fondation Groupe des Pêches, chère Marie-France Marchand-Baillet, Monsieur le procureur de la République, cher David Charmas, merci de votre présence. Monsieur le directeur général des hôpitaux de Toulouse, du CHU de Toulouse, cher Jean-François Lefebvre, Mesdames les déléguées régionales et départementales en charge de l'égalité femmes-hommes auprès du préfet, merci beaucoup d'être à nos côtés. Monsieur le magistrat honoraire et ancien procureur de la République, Luc Frémiot, merci d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup. Mesdames les magistrates, Céline Azéma et Audrey Becu, merci de votre présence aussi et de votre action. Madame la vice-présidente du conseil départemental en charge du dialogue citoyen, monsieur le vice-président en charge de l'action sociale de proximité, cher Jean-Michel, merci d'être aussi de nos côtés. Madame la conseillère départementale en charge de l'égalité femmes-hommes, chère Marie-Claude, merci pour ton engagement sur ce sujet. Mes chers collègues conseillères et conseillers départementaux, Madame la directrice de la Maison des femmes de Toulouse et docteur, cher docteur Marion Vergniaud, merci aussi pour votre engagement constant. Madame Gloria Casas-Villa, enseignante-chercheur au CERTOP CNRS, merci aussi de votre présence. Mesdames et messieurs, les représentantes et représentants des associations, si je les cite, mon propos va être long ce soir. Merci de votre présence nombreuse et nombreux ici. Mesdames et messieurs les élus aussi, des élus départementaux, mais au-delà des communes de Toulouse et autres que j'ai pu voir, et mesdames et messieurs, en vos fonctions et qualités, puis chers amis, je me réjouis tout particulièrement d'être parmi vous aujourd'hui. Alors permettez-moi de débuter mon propos ce soir en adressant un vrai remerciement tout particulier à Marie-France Marchand-Baillet. Vous le savez, dès mon discours d'installation, j'ai souhaité faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une des priorités d'action du conseil départemental. Ça fait toujours un peu galvaudé de dire que c'est une priorité. On utilise beaucoup ces mots balises de priorité, mais c'est une réalité, je vais essayer de vous le démontrer, et une constance. Mais ce soir, chère Marie-France, rassembler tous les acteurs institutionnels, associatifs, militants, engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes, a été un véritable pari qu'on a su relever à vos côtés, chère Marie-France. Merci beaucoup. Permettez-moi également de saluer et remercier pour leur présence Luc Frémiot, David Charmas, Céline Azéma, Audrey Becu. C'était important qu'il y ait aussi la présence de magistrats pour éclairer aussi comment la justice essaye de faire au mieux avec ses moyens. On a le droit de faire un petit peu de politique ce soir, c'est une parenthèse un peu qui s'ouvre, et de pointer les dysfonctionnements, et aussi ce qui fonctionne. Et enfin, pour ces travaux tant éclairants et engagés, Madame Gloria Casas-Villa, et surtout la comparaison que vous pouvez faire maintenant de part et d'autre des Pyrénées, sur ce qu'est une réalité de priorité nationale et d'engagement institutionnel, réellement, et pas, encore une fois, à l'occasion d'un événement dramatique, d'avoir une cause émotionnelle, comme on sait tous le faire sur notre territoire national, d'avoir un élan généreux et d'expression médiatique, mais qui ne se traduit pas réellement comme une vraie cause nationale, comme elle devrait l'être.
Je tenais bien sûr à saluer aussi nos partenaires, la préfecture de la Haute-Garonne, mais aussi l'ensemble des services de police, gendarmerie et le CHU de Toulouse et la Maison des femmes, parce que nous avons su, à partir des travaux de l'observatoire que nous avons créé, aller au-delà de simplement intention et d'avoir des concrétisations. Enfin, toutes nos associations garonnaises spécialisées, vous constituez souvent le premier contact activé par les femmes elles-mêmes ou par les équipes pluridisciplinaires des travailleurs sociaux, qu'elles soient départementaux ou celles des communes ou des CCAS. Vous le faites et nous en sommes conscients avec des moyens souvent limités, souvent contraints, et en particulier dans la période au regard pourtant des enjeux. L'objectif de cette conférence débat que nous organisons ce soir est assez clair en somme. Visibiliser les violences faites aux femmes, aux enfants, victimes ou co-victimes, nous rassembler pour coordonner nos actions. Mais d'abord visibiliser en mettant les bons mots. C'est tout le sens souvent de votre plaidoyer en tant que magistrat, cher Luc Frémion, nous interpeller pour combattre l'inertie institutionnelle et pour offrir des solutions concrètes et immédiates. Vous plaidez notamment pour l'application des dispositions légales telles qu'elles existent aujourd'hui en matière de lutte contre les violences. Je ne parle pas ici des avancées certaines promises par la future loi, dite loi intégrale de la députée socialiste Céline Thiébaut-Martinez, que je connais bien par ailleurs, qui avait été une actrice d'ailleurs auprès d'une ancienne ministre de l'égalité femmes-hommes, Laurence Rossignol, c'était sa co-directrice de cabinet, donc elle connaît bien le sujet. Mais d'abord, avant de parler de futures lois ou de futurs décrets d'application et de moyens qu'on aimerait voir sur la table, l'application des dispositions légales existantes. L'ensemble des dispositifs prévus par la loi Vallaud-Belkacem de 2014, on le sait en particulier sur la question du dépôt de plainte ou de la main courante, qui n'est pas tout à fait la même chose, était déjà inscrit dans la loi de 2014 et ce n'est pas encore totalement appliqué. Et je me réjouis, je vous rejoins, cher Luc, cher Monsieur Frémion, de permettre aux femmes de sortir du parcours de violence doit être un objectif politique, institutionnel et partagé. Nous avons la chance d'avoir à notre Garonne une illustration concrète de ce que peut permettre ce que j'appelle le fameux cumul des forces. Je pense ici à l'ouverture de la Maison des femmes, ça fera 1 an de manière officieuse dans un petit mois maintenant, pour lequel nous avons su nous rassembler toutes et toutes en nous appuyant sur la réalité du travail partenarial existant derrière le directeur du CHU, cher Jean-François Lefebvre, et la docteure Marion Vergniaud. Merci d'être encore ce soir à nos côtés. Mais si l'accompagnement et la mise à l'abri des femmes victimes de violences a progressé, on doit le reconnaître, les faits de violence et le nombre de victimes demeurent, eux, en constante augmentation. En France, c'est un viol ou une tentative de viol toutes les 2 minutes 30. Toutes les 2 minutes 30. Pendant qu'on parle là, pendant que je parle là, ça fait presque déjà 10 minutes. Tous les 2 jours et demi, une femme meurt sous les coups de son compagnon ou de son ex-conjoint. Selon la réalité des statistiques, ministère de l'Intérieur, 272 400 femmes sont victimes chaque année de violences dans leur couple. Mais ça, c'est les chiffres dits officiels. On comptait en France, au 23 novembre dernier, 152 féminicides depuis début janvier, 152. En Occitanie, c'est 12 morts violentes au sein du couple, 3 en Haute-Garonne. C'est affreux, beaucoup trop. Ces chiffres en disent long sur la réalité des violences sexistes et sexuelles, et elles ne sont pas des cas isolés ni des faits divers. Elles sont le symptôme terrible d'une société où les inégalités entre les sexes structurent en profondeur nos comportements et nos imaginaires. Pour commencer à enrayer un problème, il faut d'abord le nommer. Les violences faites aux femmes, ces violences sont des violences sexuelles et sexistes. Elles sont séculaires, planétaires, on le sait, elles sont économiques, physiques, morales ou sexuelles.
on doit en combattre la banalisation, on doit permettre une meilleure détection, nous devons les renseigner, les quantifier, nous devons les qualifier en usant les bons mots adaptés pour les nommer. Je le dis assez librement. Au conseil départemental, peut être considéré comme une autorité publique, faisant presque partie des pouvoirs publics. Mais on n'est pas législateur, pas nous qui faisons la loi. On n'est pas plus non plus magistrat ou on n'a aucun pouvoir de police. Mais on a un devoir, c'est celui de la solidarité et de l'accompagnement social. Et c'est dans ce rôle-là que nous, on agit et qu'on essaye d'agir au mieux. Celui d'apporter des solutions concrètes pour accompagner les victimes à sortir du parcours des violences. Le reste, c'est au reste de l'institution à prendre en charge au bon niveau. Attaquer ce fléau quand on est une institution départementale, c'est se prendre sur deux aspects. L'action immédiate, tout d'abord, par l'aide aux femmes victimes, lorsque les violences surviennent, et puis celui, bien sûr, majeur de la prévention pour mieux détecter ces violences et les comportements de leurs auteurs. Ainsi, l'observatoire que nous avons su créer avec les services de l'État, qui est copiloté par le préfet et moi-même depuis maintenant 3 ans, a constitué un signal fort, puisqu'il nous a permis d'observer, de constater et de faire des préconisations et de mettre en œuvre des dispositifs. Je vais en citer quelques-uns, parce que ce sont des actions qui sont remarquables, qui sont déjà utilisées, elles sont concrètes. Le bon taxi, par exemple, qui permet la prise en charge des transports d'urgence pour les femmes victimes de violences et leurs enfants victimes ou co-victimes, depuis malheureusement son lancement. C'est-à-dire, c'était mi-2023, on en est à près de 400 utilisations. On me dit c'est un succès, mais quel succès? On constate quelle réalité, c'est terrible. Oui, c'est heureux que sur mobilisation de la gendarmerie, de la police, de l'unité médico-judiciaire d'urgence ou d'associations, pas mal d'entre vous, ce dispositif est utilisé, tant mieux, mais quel triste constat. Fruit d'un travail aussi partenarial, on a initié, et là c'est unique en France, et ça commence là depuis quelques jours, c'est le mode de garde mobile. Aujourd'hui, tout travailleur social, tout agent des pouvoirs publics peut solliciter, bien sûr, sur la demande d'une femme victime de violence et qui est mère d'enfant, un mode de garde mobile, c'est-à-dire des acteurs d'une association qui s'appelle l'association Enfants Phares, qui est en quelque sorte le prestataire de ce que nous avons initié, qui est cofinancé aussi par l'État, permet à des éducateurs de se déplacer sur le lieu du rendez-vous, du dépôt de plainte, rendez-vous médical, rendez-vous avec un travailleur social pour prendre en charge les enfants, puisqu'on le sait, c'est souvent un frein à rentrer dans les démarches de la sortie de la spirale des violences, mais c'est aussi parfois un second traumatisme que l'on fait subir aux enfants qui peuvent être témoins d'un récit après avoir été soit eux-mêmes victimes ou soit témoins des violences que leur mère a subies. Donc, il s'agit d'une solution là aussi concrète. L'objectif, il est clair, c'est sécuriser l'enfant, victime ou co-victime, et éviter de ce que je qualifie de ce double traumatisme. Je le sais, ça ne sera pas suffisant. Les chiffres du ministère de l'Intérieur nous le rappellent, ils sont encore assez glaçants. 17% des victimes de féminicide avaient porté plainte. Et j'insiste sur cette notion de porter plainte. Parce que ce chiffre ne tient pas compte des mains courantes. Et là, ce n'est pas qualifié par aucun ministère. Et c'est difficile de savoir quelle est la réalité, encore aujourd'hui. C'est pourquoi on doit agir et réagir. Ici, en Haute-Garonne, et je salue les représentantes et représentants des forces de l'ordre dans la salle, une journée interprofessionnelle est menée régulièrement par l'Observatoire, les services de police, on va l'organiser avec la gendarmerie, pour former, sensibiliser l'ensemble en fait, de celles et ceux qui peuvent recevoir et accueillir en gendarmerie ou en commissariat de police un dépôt de plainte, un futur dépôt de plainte, et accompagner comme il se doit les femmes victimes de violences. L'ensemble de nos agents, nous, travailleurs sociaux, 1500 professionnels déployés sur tout le département de l'Haute-Garonne, en ce jour,
rentre dans le dispositif « Demandez Angela » ou « Je suis Angela ». Je sais qu'il y a plusieurs slogans, mais en gros, dans ce dispositif qui permet à chaque femme victime de se signaler avec ces mots simples, qu'elle se sent en danger, qu'elle a un besoin immédiat de protection. On a formé l'ensemble des 1500 travailleurs sociaux sur cette question. Bref, agir collectivement sur le plan de la formation, et je sais que ça vous tient particulièrement à cœur, chère présidente, de la prévention, pour améliorer la connaissance des mécanismes de la violence, notamment l'emprise, pour améliorer le repérage, l'accompagnement de la protection des victimes. Je crois que c'est essentiel, parce que prévenir, c'est en premier lieu trouver des outils. Et dans ce cadre-là, là aussi, après le violentomètre qui a été diffusé à l'ensemble de nos écoles, de nos travailleurs sociaux, il y a qui sera présenté, la roue du pouvoir, qui explique un peu les mécanismes de comment on rentre dans une emprise et dans cette spirale, parce qu'elle peut permettre aux victimes de comprendre quelles sont les stratégies déployées et de repérer les stratégies des auteurs des violences. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a une vraie stratégie de domination. C'est ainsi. Les violences sexistes et féministes et sexuelles, forment une sorte de continuum, c'est une spirale de violence, comme l'avait théorisé la sociologue britannique Liz Kelly. C'est une véritable spirale, et ce continuum part toujours de représentations dégradantes d'abord de la femme dans le couple ou dans la relation parentale, et aussi d'un rapport établi, je dirais, de manière cultuelle ou culturelle, parfois de reproduction familiale, de la domination de l'homme sur la femme. Et si on veut faire reculer ces stéréotypes de genre qui légitiment les inégalités et les violences, qui banalisent et qui donnent l'apparence de la normalité, je crois qu'on doit utiliser les bons mots, les bonnes images, les bons propos, qui n'ont l'air de rien, mais qui contribuent à invisibiliser les violences. C'est tout l'enjeu des travaux de ce soir, à partager une culture commune, briser quelques stéréotypes. Et je le dis, je l'affirme, je le dis devant beaucoup de politiques. On peut trimballer, pardonnez-moi l'expression, tous les mots valises d'égalité femmes-hommes, comme une priorité d'égalité femmes-hommes. Il n'y aura jamais d'égalité femmes-hommes si on ne s'attaque pas avec force et de manière institutionnelle à ce fléau que sont les violences faites aux femmes. Si on ne s'attaque pas, vraiment, à ce fléau, il n'y aura jamais d'égalité entre les femmes et les hommes. Je suis un homme politique, vous le savez, plutôt optimiste. Je ne crois pas à la fatalité s'il y a de l'action et de la mobilisation et du mouvement. C'est pourquoi nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est pourquoi j'étais peut-être un peu long dans mon propos, mais nous allons continuer à avancer ensemble parce que nous en avons la volonté. Merci beaucoup. Madame Marchand-Bailey. Monsieur le Président Vincini, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, le Président ayant égrené l'ensemble des personnalités présentes, je ne vais pas recommencer et je vais surtout essayer de faire un discours court parce qu'il me semble que le sujet est tellement important qu'il est important surtout que nous entendions les personnes qui vont être sur les tables rondes dans quelques instants, qui sont des gens de terrain, et qui donc pourront nous donner un éclairage important pour que nous essayions de trouver une solution tous ensemble pour ce sujet qui est tellement douloureux. Il y a 5 jours, jeudi dernier, 4 femmes étaient tuées en une seule journée en France. 4 féminicides, 4 vies brisées, 4 familles détruites, 4 de plus. Nous allons encore constater en fin d'année que 2025 fut une année funeste pour les femmes. Une de plus. Mais derrière ces chiffres glaçants, il y a aussi des centaines de femmes survivantes, blessées dans leur chair, dans leur psychisme, dans leur quotidien. Des femmes qui portent des séquelles physiques, des handicaps, des traumatismes psychologiques,
pour le reste de leur vie. On parle des 150 féminicides recensés encore cette année, mais on oublie trop souvent ces femmes-là, celles qui ont survécu, mais dont la vie ne sera plus jamais la même. Ajoutons à cela les violences silencieuses et pernicieuses, économiques, psychologiques. En Haute-Garonne, les chiffres sont accablants. Plus de près de 8%, 7,76 exactement, de violences conjugales en un an. 7200 plaintes déposées. Des centaines d'enfants co-victimes. Et des femmes qui, malgré leur courage, se heurtent à un système à bout de souffle, faute de moyens. Une femme agressée toutes les 23 secondes en France, entend-on ce matin. Puisqu'aujourd'hui, comme c'est la journée dédiée, vous avez remarqué que tout le monde en parle. Les télévisions, les journaux, les radios. Mais c'est un peu comme la journée des droits des femmes. On en parle une journée, puis après on oublie. Donc je pense que c'est important que nous soyons tous là ce soir et que nous décidions de nous mobiliser pour lutter contre ce fléau. Pourtant, dans ce contexte difficile, il y a des femmes et des hommes qui se battent chaque jour pour sauver des vies. Je veux les saluer aujourd'hui et leur rendre hommage. Les associations, les forces de l'ordre, les soignants, les travailleurs sociaux, les magistrats. Vous êtes les premiers remparts contre la barbarie. Et je veux saluer aussi l'engagement du président du conseil départemental, Sébastien Vincini, qui a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité politique. C'est un exemple, Monsieur le Président. Grâce à son impulsion, des avancées concrètes ont vu le jour, il vient de vous le dire, les bons taxis, le mode de garde mobile pour les enfants, et surtout un observatoire départemental qui coordonne les actions sur le terrain. Ces initiatives sauvent des vies, mais elles ne doivent pas nous faire oublier que le combat est loin d'être gagné et que l'État, lui, semble sourd. Parlons des femmes survivantes, des vies brisées, des séquelles invisibles, celles qui gardent des cicatrices physiques, des handicaps permanents, des douleurs chroniques, celles qui souffrent de stress post-traumatique, de dépression, d'anxiété, celles qui ne peuvent plus travailler, qui perdent leur logement, leur autonomie, leur dignité et quelquefois leurs enfants. En 2025, pour chaque femme tuée, des dizaines d'autres sont gravement marquées à vie. Ces femmes, on ne les voit pas, on ne les compte pas, elles. Elles sont des milliers. Pourtant, elles sont là dans nos villes, nos villages, nos hôpitaux. Elles méritent notre attention, notre soutien et des moyens concrets pour se reconstruire. Je souhaite ici rendre un hommage appuyé aux créatrices de la Maison des Femmes, que nous avons inaugurée en mars dernier, mais qui fonctionne depuis près d'un an, et dont la création est due à la pugnacité de deux femmes, Élise Parentoën et Marion Vergniaud. Elles ont mis 3 ans à convaincre les pouvoirs publics de la nécessité de cette maison, et je vous remercie, Monsieur le Président, de les avoir entendues et de leur avoir apporté un soutien conséquent de votre collectivité. En Haute-Garonne, la Maison des Femmes, l'UCRM, du côté des femmes, la Fédération Solidarité Femmes et tant d'autres associations accompagnent ces survivantes. Elles leur offrent un toit, des soins, un accompagnement juridique et psychologique, mais elles le font avec des moyens limités dans un contexte où l'État ne joue pas son rôle. Alors oui, saluons ces initiatives locales, mais exigeons qu'enfin l'État prenne ses responsabilités. Les forces de l'ordre sont en première ligne sur ce sujet des violences et des agressions. Elles interviennent, elles écoutent, elles protègent. Elles sont souvent les premières à arriver sur place, les premières à recueillir la parole des victimes, les premières à tenter de briser l'engrenage de la violence. On ne les en remercie jamais ou rarement. Alors aujourd'hui, je veux le faire. Merci à vous, policiers et gendarmes, pour votre engagement et votre écoute au quotidien. Parlons maintenant de la justice. Là aussi, les tribunaux manquent de personnel et de moyens. Des journées comme celle-ci doivent aussi permettre de prendre le temps de remercier l'engagement indéfectible des forces vives de la citoyenneté, que toutes et tous vous représentez. Comment expliquer qu'en 2025, 47% des femmes victimes de féminicide avaient déjà signalé les violences aux forces de l'ordre? Comment accepter que des femmes meurent ou restent handicapées à vie
parce que l'État n'a pas fait de ces drames une priorité absolue. La vie des femmes vaut bien un investissement massif et immédiat et un regain de bienveillance et d'attention générale. En Catalogne, notre voisine, les choses sont différentes. Là-bas, l'État espagnol a fait des violences conjugales une priorité politique. Résultat, des tribunaux spécialisés, des bracelets anti-rapprochement systématiques, des maisons d'accueil pour toutes les victimes et une baisse significative des féminicides, moins 30% en 10 ans. Qu'attendons-nous? De plans en Grenelle, beaucoup d'annonces, peu de moyens. Aujourd'hui encore, à l'occasion de cette journée internationale, la ministre en charge a fait de nouvelles annonces. À quand la mise en œuvre sur le terrain? À la fondation de notre groupe, qui est, je le rappelle, à but social et éducatif, nous nous sommes penchés sur ce sujet. En 2019, nous avons organisé une rencontre d'Occitanie, ce sont des colloques que nous organisons régulièrement, avec pour thème « Non-assistance à femmes en danger ». Et nous avions convié le procureur Frémiot, que je remercie chaleureusement pour sa présence aujourd'hui. Et en 2023, nous avions à Montpellier, cette fois-ci réitéré avec pour thème les violences intrafamiliales, et avions entendu Claire Hédon, alors présidente d'ATD Quart Monde. 2019, 2023, 2025. Peu d'évolution depuis dans la mise en œuvre de moyens sérieux et concrets. C'est la raison pour laquelle j'ai répondu à la demande du président Vincini et c'est pourquoi je suis et je resterai à l'écoute de toutes celles et ceux qui souhaitent s'engager dans ce combat pour éradiquer la violence et protéger les femmes et les enfants. Car nous ne devons pas oublier les enfants qui assistent à ces violences et y sont souvent confrontés et qui emportent toute leur vie des souvenirs traumatiques. Il est nécessaire de réparer notre société, d'être attentifs aux signaux faibles autour de nous. C'est ensemble que nous gagnerons ce combat pour une société plus apaisée et plus digne. En Haute-Garonne, nous avons montré que des solutions existent et nous devons poursuivre le combat. Parce que chaque femme tuée est une victime de notre inertie collective. Chaque femme agressée mérite notre soutien. Et parce que, comme le disent les associations, une femme tuée, c'est une société qui échoue. Une femme brisée, c'est une société qui ferme les yeux. Il est temps d'ouvrir les yeux pour elle, pour nous toutes, maintenant. Merci. Monsieur Lefebvre. Monsieur le Président Vincini, Mesdames et Messieurs, merci Président pour cette journée et le souci que vous avez de nous réunir autour de cette cause. Car les violences faites aux femmes constituent sans nul doute l'une des atteintes aux droits humains les plus répandues. Elles frappent tous les milieux, tous les âges et n'épargnent aucune société. Pour un hôpital public comme le CHU de Toulouse, que je représente devant vous, cette réalité n'est pas abstraite. Elle se présente à nous chaque jour, parce que le CHU de Toulouse est un lieu d'humanité autant qu'un lieu de soins, et tous les soignants autour de moi avons le devoir d'agir, de prévenir et de protéger. C'est ce que nous essayons de faire au mieux. Cette volonté d'apporter cette aide, les professionnels du CHU l'ont exprimée depuis longtemps, sans faillir, et à l'hôpital Paul de Viguier, à la maternité, au sein de l'unité médico-judiciaire, aux urgences, nous l'avons réalisé depuis longtemps. Pour autant, au regard du phénomène et au regard de cette volonté, nous, dans la continuité de cet engagement, en fin 2024, sur le site de Purpan, nous avons ouvert cette maison des femmes et je veux saluer, puisque j'en ai l'occasion à nouveau, Marion Vergniaud d'en être l'animatrice et celle qui, avec une persévérance que vous lui connaissez quand on la connaît, a réussi à ouvrir cette maison, à bouger beaucoup de lignes, mobiliser tous les pouvoirs publics. Et nous avons été à ce côté en ce sens. Le chemin était long et
ça a été un travail de longue haleine. Merci beaucoup, Marion. C'est une structure inédite dans notre région et formons le souhait qu'elle se duplique autour de nous, tant le problème est présent dans tous les territoires, qu'ils soient autant urbains que ruraux. Le fait de l'évoquer me donne l'occasion, en tout cas, de remercier chaleureusement nos partenaires et nos financeurs. Merci, Président, d'avoir été un partenaire et un soutien déterminant pour la création de cette Maison des femmes. Je pourrais évoquer, bien sûr, également la préfecture de région, l'ARS, Toulouse Métropole, la CAF, le réseau Statart, et puis bien d'autres qui ont voulu être au rendez-vous et qui le sont toujours aujourd'hui. Merci beaucoup également Marie-France Marchand-Bailey. Merci beaucoup Marie-France d'avoir été aussi un soutien de tous les instants auprès de nous et par votre association. Vous exprimez là votre conviction et votre détermination. Alors, tout ceci, comme je le disais, sont un investissement concret et Marion reviendra sur l'expérience qui est la sienne et de son équipe et témoignera des 400 femmes qui, en moins d'1 an, ont été prises en charge. C'est important, trop d'ailleurs, sans doute. Ces 400 histoires personnelles nous rappellent l'urgence d'agir et de nous développer. C'est ce que nous travaillons d'ailleurs dès à présent, de faire plus encore que ce que l'on a fait en 11 mois. C'est notre responsabilité collective, je crois que vous l'avez tous exprimé. C'est un véritable pôle de référence, mais je laisserai Marion mieux vous en dire tout à l'heure à l'occasion de la table ronde. Le CHU, au-delà de cet accueil, de cette prise en charge, dans sa fonction de soins, prend en charge aussi les femmes victimes de mutilations génitales. C'est aussi une vraie réalité de nos sociétés. Et sur le site de Rangueil, notre service de gynécologie répare les femmes dans leur humanité. Et je veux saluer l'engagement du docteur Ayane Veil, une jeune chirurgienne qui s'y emploie. C'est aussi un véritable engagement pour elle. C'est 20 à 30 femmes aujourd'hui que nous accueillons, que nous prenons en charge chaque année. 20 à 30, c'est sans doute trop. Et puis, avec le président, on l'évoquait tout à l'heure, comme employeur, nous avons aussi une responsabilité. CHU de Toulouse, c'est 17 000 professionnels qui, sans doute, est à l'image de la société. Vous évoquiez combien le sujet est un sujet de société, donc un sujet d'éducation, et l'éducation nationale, bien sûr, a un rôle important à jouer. Mais en qualité d'employeur, nous l'avons aussi, et ceci s'inscrit dans un plan égalité, dans plusieurs dispositifs très concrets que nous avons mis en place au sein du CHU de Toulouse pour prévenir, informer, mais aussi pour s'organiser, pour accueillir des témoignages, des interpellations, pour des violences intrafamiliales quand finalement, sans s'exprimer dans notre milieu professionnel, mais tout ceci n'est pas étanche. Mais pour nos professionnels, et souvent dans une population de professionnels très féminine, bien sûr, à l'hôpital, nous sommes nous-mêmes saisis de ces événements-là. On est à l'écoute de nos professionnels et on l'organise pour apporter parfois une écoute, souvent une orientation et des premiers gestes de protection. Et puis, c'est aussi dans un dispositif vigilance que nous avons organisé, de telle sorte à ce que tout le monde, au sein de l'hôpital, exposé à des violences, à des harcèlements, des discriminations au travail, puisse aussi nous interpeller. Et ces signalements que nous avons organisés, simples, confidentiels, sécurisés, sont organisés de telle sorte à ce que l'employeur que je suis les traite en apportant l'écoute nécessaire, les confrontations aussi, et les décisions et les sanctions disciplinaires. Président, vous le faites aussi à la tête du département. C'est aussi une responsabilité collective que nous avons et comme vous à vos côtés, nous le faisons dans un environnement qu'on veut plus sûr, plus respectueux, plus digne aussi. Voilà ce que je pouvais témoigner devant vous d'un sujet de société important, d'une lutte qui ne se décrète pas, qui se traduit par des actions très concrètes. Vous nous l'avez rappelé, Marie-France, c'est comme ça que cette action se compte, acte par acte, engagement après engagement. On le fait à travers la Maison des femmes, à travers nos actions de prévention, à travers nos dispositifs internes. Nous souhaitons avoir une place dans la société pour le faire. Aucune femme ne doit rester seule face à la violence. Et le CHU, en ce sens, jouera tout son rôle citoyen comme il sait le faire par ailleurs. Merci beaucoup, messieurs, dames.
Merci à tous les trois. Nous allons maintenant regarder une vidéo de Claire Hédon, la défenseur des droits, qui n'a pas pu être ce soir avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de pouvoir intervenir au début de votre journée de travail sur ce sujet. Je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous physiquement, mais au moins de vous dire quelques mots. D'abord, évidemment, les chiffres, le nombre de féminicides chaque année, au moment où on enregistre cette vidéo, on est à 123 féminicides, c'est évidemment effrayant, des milliers de viols et de violences sexuelles, donc des chiffres qui sont effectivement très inquiétants sur les violences faites aux femmes. Ce qui est important, je trouve, c'est quand même, nous en parlons plus qu'avant, et c'est évidemment une bonne chose. Qu'est-ce que ça dit, cette situation? Ça dit quand même quelque chose de l'inégalité femmes-hommes et de la difficulté qu'a notre société à être réellement égalitaire entre les femmes et les hommes. Vous savez, les devises de notre République qui sont liberté, égalité, fraternité, ben, l'égalité, on n'y est pas encore, et ça dit l'importance de se battre pour une meilleure égalité. D'abord, ce qui me frappe, moi, en tant que défenseur des droits, c'est d'abord la question du non-recours à la justice, c'est-à-dire le nombre de femmes qui ne portent pas plainte. Et quand je dis ça, et c'est vraiment très important, il n'y a aucun jugement sur les femmes qui ne le font pas, mais bien plus sur pourquoi elles ne le font pas. Et quand on voit les difficultés qu'elles ont dans la façon d'être écoutées, entendues, dans les commissariats, par la justice, même s'il y a eu des progrès là-dessus, pareil, je n'ai pas de doute, mais on n'y est pas encore. Il y a encore des difficultés à croire la parole de la femme. Donc ça, à mon avis, si on veut lutter contre le non-recours à la justice, c'est déjà le point essentiel. Puis le deuxième point, c'est ce que j'ai commencé à dire, il ne s'agit pas de culpabiliser les femmes qui ne veulent pas porter plainte. Vraiment, parce qu'on ne va pas faire peser, on va le dire aussi très clairement, le poids de la lutte contre les violences faites aux femmes, contre les féminicides, sur les victimes, en plus en leur reprochant de ne pas porter plainte. Donc je pense que c'est les deux points d'attention qu'il faut avoir. Dans les recommandations que nous faisons très régulièrement, d'abord sur la question partie droit des enfants, c'est la question de l'éducation à la sexualité. C'est absolument indispensable d'appliquer la loi qui a été votée sur le fait que 3 fois par an, il doit y avoir, et tout au long de la scolarité, des formations à l'éducation à la vie sexuelle et affective. Ça, déjà, je pense que c'est le premier point, parce que c'est par là qu'on va agir sur la prévention. Et après, la deuxième recommandation, c'est qu'il faut mieux lutter contre les discriminations. Je pense, qu'il faut mener des grandes campagnes de communication sur ce qu'est une discrimination, pourquoi c'est délétère, évidemment pour les personnes qui en sont victimes, mais aussi pour la cohésion de la société. Après, je pense qu'il faut des sanctions aussi suffisamment dissuasives, si on veut avancer, particulièrement sur les questions de discrimination. Et puis après, il y a plein d'améliorations à faire sur la façon dont on écoute les victimes et dont on les croit et dont on les accompagne. Et je pense aussi sur la partie soutien psychologique qui est absolument indispensable. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à contacter l'institution du défenseur des droits en cas de difficulté. Nous avons plusieurs moyens pour nous saisir. Nos délégués territoriaux, il y en a ici à Toulouse, dans la région. Notre site internet avec un formulaire, le courrier, même pas besoin de timbrer, vous mettez juste défenseur des droits à Place de Fontenoy à Paris, les numéros de téléphone dont le 39 28. Donc ne pas hésiter à nous contacter, nous vous dirons si nous sommes compétents ou pas et ce que nous pouvons faire, et nous vous orienterons vers les structures qui peuvent vous accompagner et vous aider. Je crois que le message principal à dire aux femmes, c'est de ne pas rester seules face à ces situations. Donc pour cette première édition, on l'a dit, nous accueillons des représentants des services de l'État en Haute-Garonne, du CHU, des élus, des représentants de la justice et du monde universitaire, des forces de l'ordre, de la gendarmerie, mais aussi de nombreuses associations qui œuvrent au quotidien contre ce fléau. Cette soirée sera divisée en 3 temps d'échange. Pour nous accompagner dans cette réflexion, nous avons l'honneur d'accueillir un homme de loi qui a littéralement fait bouger les lignes, on peut le dire, face aux violences, cela a été dit, Monsieur Luc Frémiot. Si vous voulez bien venir pour m'accompagner, je ne sais pas si quelqu'un... Voilà. Donc pendant que vous montez, je vais dire que vous êtes magistrat honoraire et ancien substitut général près de la Cour d'appel de Douai. Le grand public vous connaît surtout comme le procureur qui a osé dire non à la fatalité.
Vous êtes celui qui, le premier, a décidé de ne plus faire partir les femmes victimes de leur domicile, mais d'en expulser les conjoints violents et de les placer, eux, en foyer. Ce qui a changé un petit peu la donne, évidemment. Vous êtes aussi celui qui a marqué l'histoire judiciaire en 2012 lorsque, lors du procès Alexandra Lange, en requérant vous-même l'acquittement d'une femme battue qui avait tué son mari pour survivre, au nom de la légitime défense. Vous pouvez venir vous placer là si vous voulez bien, Monsieur Frémiot. Vous allez rester avec nous durant ces 3 temps. Vous êtes donc auteur de plusieurs ouvrages, dont Non-assistance à femmes en danger. Vous n'hésitez pas à pointer la lenteur des décisions alors qu'il y a urgence. Vous continuez aujourd'hui ce combat inlassable pour la protection des victimes. Merci d'être ce soir notre grand témoin. Nous allons donc, pour le premier temps d'échange sur le thème de l'identification du contrôle coercitif, ses conséquences et sa reconnaissance juridique, j'appelle pour ce débat, cette table ronde, 3 personnes à nous rejoindre sur scène. Gloria Casas-Villa, enseignante-chercheuse hors CERTOP CNRS à l'Université Jean Jaurès. Evelyne Dano, de l'association France Victimes 31, et David Charmatz, procureur de la République de Toulouse. Je vous en prie. Hop. Je vais un petit peu rappeler le contexte. Lorsqu'on parle, je vous en prie, asseyez-vous, non loin des micros, enfin ils sont juste devant vous. Lorsqu'on parle de violence conjugale, l'image qui vient souvent à l'esprit est celle des violences physiques. Pourtant, nous savons aujourd'hui que la violence commence bien avant le premier coup et qu'elle peut même exister sans lui. Nous allons parler de ce qui était, il y a encore peu de temps, l'angle mort de notre système judiciaire, le contrôle coercitif. Ce n'est pas une dispute qui dérape, le contrôle coercitif. C'est un système, une espèce de cage de verre qui se met en place. Cela peut être la surveillance des SMS, on l'a dit, le contrôle des finances, l'isolement des proches, des amis, la simple réflexion le matin sur la tenue pour aller au travail. L'objectif n'est pas seulement de faire mal, mais de priver l'autre de sa liberté et de son autonomie. Aujourd'hui, nous sommes à un moment charnière sur le plan législatif et juridique, que ce soit au niveau européen ou en France, avec notamment une décision pionnière de la Cour d'appel de Poitiers, sur lequel je pense qu'on ne manquera pas d'évoquer le cas ce soir. Il y a aussi la proposition de loi qui a été évoquée juste avant, et qui va peut-être marquer dans le marbre de la loi cette notion d'emprise, enfin, en tout cas accentuée. Je vais donner dans un premier temps la parole à Evelyne Dano, qui travaille au commissariat de Bellefontaine et qui est peut-être la première parfois à rencontrer ses victimes, à échanger avec ses victimes. Vous allez peut-être nous expliquer comment vous constatez la mise en place de cette emprise et comment vous travaillez avec les victimes au quotidien pour qu'elles arrivent à faire un chemin. Je vous en prie. Bonjour, donc oui, je suis éducatrice spécialisée de formation et intervenante sociale au commissariat de Bellefontaine. Donc, j'accueille toute victime d'une infraction pénale, avec ou sans dépôt de plainte, avec ou sans rendez-vous. Mais je dirais que 80, voire 90% du public que j'accueille, c'est des femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Et elles me sont beaucoup orientées par les maisons des solidarités, notamment, mais aussi par connaissance, bouche à oreille, et elles viennent me rencontrer avant même de déposer plainte. Elles ont souvent très peur de déposer plainte, et elles ont beaucoup de questions sur ce que ça engendre un dépôt de plainte. Donc là, moi, je suis là aussi pour leur expliquer comment ça peut se passer. Étant donné que je suis dans les locaux, je vois comment ça fonctionne. Et il y en a beaucoup qui repartent avec de l'information, mais qui ne sont clairement pas prêtes pour déposer plainte. Et Il y a beaucoup que vous ne voyez pas revenir. Hein. Comment ? Il y a beaucoup que vous ne voyez pas revenir.